en Afrique et dans le monde, nous y sommes, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue. Une fois encore, l'AES s'invite sur ce plateau. Ces États récemment sortis de la CEDEAO revendiquent une approche souverainiste, tandis que des figures comme John Dramani Mahama multiplient les efforts diplomatiques pour rétablir les liens qui pourrait ramener ces États dans le giron de la CEDEAO. Ensuite, nous ferons un tour du côté du Cameroun où le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC célèbre à quel prix avec Paul Biya, âgé de 92 ans, et au pouvoir depuis 1982. La question de la transition politique se pose avec acuité. Quel avenir pour le Cameroun? Stabilité ou incertitude? Nous en discutons ce soir, mesdames et messieurs. Nos analystes géopolitiques sont déjà bien installés. J'ai à ma droite Martial Akwete. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour et merci Maël et salut à Monsieur Régis. Ah, bien sûr, en face de vous, c'est Régis Arossi. Bonjour. Bonjour Maël, bonjour à nos téléspectateurs et bonjour à Monsieur Martial Akwete. Alors, je reste avec vous. John Dramani Mahama, président ghanéen, multiplie les médiations pour rétablir le dialogue entre l'AES et la CEDEAO. Peut-il incarner un point d'équilibre entre les deux blocs? Alors déjà, ce qu'il faut notifier par rapport à l'AES et à la CEDEAO, c'est que ces deux organisations aujourd'hui sont dans une dynamique qui s'invite dans l'intégration sous-régionale, c'est-à-dire l'intégration ouest-africaine. Et aujourd'hui, on est dans un contexte de retrait de ces trois pays-là de l'Alliance des États du Sahel, que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et on se retrouve aujourd'hui à se demander quel est l'avenir donc de cette intégration sous-régionale. Et les efforts diplomatiques sont menés par plusieurs pays et avec à leur tête des leaders, et on voit bien les efforts diplomatiques du côté du Sénégal qui ont fait un certain effort, les leaders sénégalais qui ont fait un certain effort pour permettre à ce que le contact avec les pays ou les États de l'Alliance des États du Sahel ne puisse pas être interrompu, et pour qu'on puisse quand même maintenir le dialogue pour pouvoir atteindre certains objectifs. Parce que, comme on peut le voir, nous sommes des voisins et nous sommes toujours appelés à être des frères. Et au-delà de cela, on voit aussi les initiatives du côté du Ghana qui permettent aux différents acteurs sous-régionaux de pouvoir se parler d'une certaine manière et de pouvoir sortir de cette manière de voir les choses où on voit aujourd'hui deux blocs, c'est-à-dire les États de l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO. Maintenant, la question est quel sera l'avenir pour ces deux organisations et quelle sera la forme de collaboration que ces deux organisations auront à l'avenir pour permettre une certaine intégration effective et concluante. Merci à vous, Martial Akwete. Plus concrètement, Diomaye, John Dramani, quel rôle peuvent-ils jouer dans une approche entre la CEDEAO et l'AES? Bien, déjà commencer par le président Diomaye Faye, ensuite le président Dramani, le nouveau président ghanéen. Vous savez, quand on est dans une situation donnée, il faut avoir la capacité de prévenir des situations de crise de plus en plus présentes. Et quand on n'est pas arrivé à prévenir que la situation arrive, on fait les efforts nécessaires pour sauver les meubles. Je pense que c'est dans cette dynamique que s'inscrit aussi bien le président Bassirou Diomaye Faye ainsi que le nouveau président ghanéen. On a constaté que le mal est déjà fait. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger se sont retirés de la CEDEAO et ont même proposé un autre cadre d'intégration qu'est la Confédération des États du Sahel. Diomaye également oui, il a tout fait pour les bases, pour jouer l'équilibre. Mais est-ce qu'en ce moment, il n'était pas déjà trop tard?
je pense que le président Diomaye Faye était bien conscient du fait que la dynamique impulsée par ces trois pays ne devait pas s'interrompre et même permettre à ce que ces trois pays reviennent à l'intérieur de la CEDEAO. Ce qui fait que sa vision ou son objectif en se rendant dans les pays de l'AES, c'est plutôt de réussir à calmer la crise entre la CEDEAO et ces pays et à faciliter le dialogue, puisque si on arrive à un point où le dialogue n'y est plus, la situation devient de plus en plus compliquée, personne ne sait vraiment comment prendre contrôle. Et c'est dans cette initiative que s'est lancé le président Bassirou Diomaye Faye et aujourd'hui le nouveau président ghanéen qui lui a toute la confiance, hein, si nous observons les faits des pays de l'AES, parce que lui venait dans un contexte qui lui a permis de faire campagne sur la question et de penser justement qu'il faut une nouvelle forme de collaboration avec les États du Sahel. Et donc, il a été élu, c'est le moment maintenant de passer à la réalisation de ce qu'il a promis. Et effectivement, nous le voyons dans cette logique. Le président Dramani ne bouge pas aujourd'hui pour me ramener au sein de la CEDEAO, le Mali, le Burkina Faso. Non, ils ont claqué la porte et puis on l'a compris, c'est définitif. Ça ne cesse même pas, ils se sont retirés récemment de l'OIF. Et puis il y a de ces procédures qui vont continuer. Et donc il n'est plus question de rebrousser chemin, mais il est question de savoir quelle est la relation que nous décidons d'entretenir avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger en tant que membres restants de la CEDEAO. Et cela est très déterminant et très pertinent pour les objectifs aussi bien de la CEDEAO que de l'AES, hein, quand il s'agit des questions sécuritaires, quand il s'agit des questions de développement qu'il faut aborder. Peut-être l'approche elle est différente, mais dans tous les cas, quelle que soit l'approche choisie, il faut une collaboration entre ces deux parties. On constate que le John Dramani, la balance penche plutôt du côté de John Dramani, et ça dit qu'il est plus proche des réalités que défendent l'AES. Alors, ce qu'il faut notifier, c'est que, comme Martial vient de le dire, ce dernier s'est retrouvé dans un contexte qui, d'une certaine manière, lui a été favorable pour se rapprocher un peu plus des États du Sahel. Parce que ce dernier, pendant sa campagne, a justement eu la possibilité donc de se positionner sur ces questions et de se mettre dans la perspective de pouvoir permettre à ce qu'un dialogue soit établi entre ces deux blocs-là, c'est-à-dire les États du Sahel et aujourd'hui les autres États qui sont encore au sein de la CEDEAO. Et quand on voit la manière dont les choses évoluent, c'est beaucoup plus effectivement une collaboration. Comment la nouvelle collaboration se fera entre ces États et les États de la CEDEAO, beaucoup plus qu'une réintégration de ces États-là dans la CEDEAO, parce qu'il y a des faits qui le montrent effectivement. Il y a, par exemple, les États du Sahel qui ont récemment eu à adopter un drapeau pour les États du Sahel, pour donc leur collaboration, et donc qui ont érigé ce drapeau-là de façon conjointe en début mars. Et au-delà de cela, on voit aussi que ces derniers ont adopté un passeport pour la libre circulation de leurs citoyens sur leurs différents territoires. Et comme Martial l'a mentionné aussi, monsieur Martial l'a mentionné aussi, l'OIF et ces derniers se sont retirés. Donc on voit bien que ces derniers sont mis dans une dynamique qui laisse entrevoir que un retour à la CEDEAO n'est pas une chose d'actualité, ce n'est pas un fait d'actualité. Ce qu'il faut attendre beaucoup plus, c'est une certaine collaboration et chercher à atteindre les objectifs antécédemment fixés par rapport à l'intégration. Ces objectifs, notamment un marché commun, la libre circulation des personnes et des biens, et pour finir, une certaine stabilité sécuritaire dans la région, puisque c'est la sous-région, et par rapport à ce mal qu'est le terrorisme, par exemple, il faut que les États qui sont de la même région puissent mettre en place des politiques qui leur permettent de lutter ensemble, au-delà même de ces différences politiques qu'on pourrait avoir, notamment les idéologies, avec aujourd'hui l'AES qui défend une certaine idéologie et la CEDEAO qui est toujours dans sa dynamique de départ.
Alors, Martial, pourquoi chercher forcément à concilier l'AES à la CEDEAO? Ils ont pris la décision et on est en train de voir leur nouvelle dynamique, leur nouvelle idéologie. Et si Diomaye et puis Dramani doivent peser dans la balance, alors c'est finalement la CEDEAO. À quoi c'est être finalement? Bien, vous savez, que ce soit l'AES ou que ce soit la CEDEAO, naturellement, les deux sont condamnés à coopérer pour approcher les différentes crises dans la région. Donc, c'est ce qui fait que il est important, quoi qu'on dise, de sauver les meubles et de maintenir la collaboration entre les deux. Puisque le tout ne se limite pas aux gouvernants, aux dirigeants qui, du jour au lendemain, peuvent passer. Il y a des peuples qui existent et puis depuis la nuit des temps, il y a des relations qui ont été tissées entre les différents peuples, avec des peuples béninois, maliens, burkinabés, ivoiriens, ainsi de suite. Et puis ce flux, ou bien cette migration, ce déplacement entre les peuples au niveau de ces trois États n'a pas changé et ne va pas changer justement. Et donc nous nous retrouvons dans une... si c'est qu'il était possible que les citoyens de l'Alliance des États du Sahel ne seraient pas autorisés à aller vers les autres États de la région, voilà, ça c'est compréhensible, mais il y a toujours des affaires qui sont en cours. On parle du transnationalisme qui se déroule. Il ne s'agit pas des États, des gouvernants, mais de la relation que les peuples entretiennent entre eux. Et donc, c'est une relation qui s'impose même aux dirigeants. Si les dirigeants ont la ferme volonté de vouloir couper les ponts totalement, ce qui est sûr, ils ne pourront pas le faire parce qu'il y a le peuple, les intérêts du peuple qui ne vont pas changer, ou les relations avec les autres peuples qui demeurent le même. Donc c'est pour cela qu'il faut fondamentalement qu'il faut sauver la relation entre l'Alliance des États du Sahel. Et puis c'est déjà évident et clair que l'AES s'est rendu compte aujourd'hui qu'il faut, quoi qu'on dise, collaborer avec avec le reste de la CEDEAO. Le débat peut se faire de la méthodologie à adopter. Ça, la critique peut se faire puisqu'on s'est rendu compte que la méthodologie adoptée par la CEDEAO jusque-là n'a pas vraiment réussi, n'a pas donné les résultats qu'il faut pour ce qui est de la crise sécuritaire, de la crise politique et des questions de développement économique. Alors, il est bien d'explorer une autre manière de faire. Et l'avantage que l'on retrouve dans cette forme de collaboration, c'est que la CEDEAO aura à prendre de l'expérience de l'AES s'il savait que la méthodologie ou la pratique adoptée par l'AES pour approcher ces différentes questions marche. Et donc si ça marche, je ne trouve pas pourquoi est-ce que ces deux blocs ne vont pas pouvoir collaborer. Alors, très rapidement, question thématique. Qui pourra mener alors à la CEDEAO l'AES? Diomaye, Dramani? Diomaye a essayé, Dramani a essayé, et puis je ne vous dirai même pas tout ce qui se fait dans l'ombre pour maintenir la relation entre ces acteurs. Je ne pense pas qu'il s'agit d'un travail d'un seul acteur, d'un homme politique comme Diomaye Faye, Dramani, non. Il s'agit d'abord d'une question de volonté politique entre les deux parties. Et puis pour ce qui est de la volonté, je pense que la volonté y est. Maintenant, tous les autres acteurs qui vont se retrouver impliqués dans ce jeu ont un rôle à jouer, ont une contribution à apporter pour normaliser les relations comme cela se doit. Alors, vous serez peut-être plus personnel sur la question Dramani ou Diomaye qui pourra mener à la CEDEAO l'AES. Alors déjà, ce qu'il faut notifier ici, c'est que ce n'est plus une question de ramener l'AES au niveau de la CEDEAO. Actuellement, la question est beaucoup plus sur le maintien des relations avec les États de l'AES, c'est-à-dire garder le contact et ensuite essayer de maintenir une certaine stabilité dans la région, aussi bien sur le plan économique et que sur le plan sécuritaire. Il ne faut pas que les différences au niveau politique, sur le plan politique avec les leaders de ces pays puissent entacher sur les faits
économiques et sur les faits sociaux ou sécuritaires, parce que la population est là et la population a besoin que des résultats soient sur le terrain. Et au-delà même des leaders politiques, il faudra donc que ces leaders-là puissent quand même avoir la claire vision de pouvoir aider à ce que cette intégration soit effective et qu'on n'ait pas à faire à une intégration plutôt institutionnelle, mais une intégration matérielle avec des résultats propres sur le terrain, des choses qui permettent au peuple d'avancer et qui permet à tous ces États-là de pouvoir rester en contact en dépit même de tous les défis politiques qu'il peut y avoir. Merci. Vous avez dit qui entre Diomaye Faye et John Dramani, mais il ne faut pas oublier les autres acteurs internationaux qui sont aussi très impliqués. On a les acteurs les États-Unis, la Russie, la Chine qui sont également là. Nous avons vu l'exemple du président Kagame, Félix Tshisekedi, qui jusqu'à un moment donné ont toujours refusé de communiquer. Mais il suffit que le Qatar s'implique et que d'autres puissances derrière, bien sûr, demandent à ce que le dialogue se fasse. Et puis, compte tenu des intérêts qu'ils ont en jeu, les intérêts en jeu vis-à-vis de ces pays, ils sont obligés de collaborer. Peut-être qu'il y aura ce genre de situation aussi qui serait favorable, on ne sait jamais, entre les pays de l'AES, mais il y a le doute qui plane. Est-ce que ce seraient les États-Unis qui ont déjà débarrassé le plancher? Est-ce que ce sera la France? Peut-être la Russie ou la Chine, on ne sait jamais. Merci à vous. Alors, c'était de Diomaye Faye à John Dramani qui pourra mener à la CEDEAO, l'AES. La réponse est claire, la balance penche des deux côtés, mais il ne s'agit pas seulement de l'initiative de Diomaye et de Dramani. Cameroun, 40 ans de pouvoir pour le RDPC. Quel avenir pour Paul Biya et la stabilité politique du pays? Nous en parlons également. Martial, ça fait déjà 40 ans que Paul Biya est au pouvoir. Il a battu le record. Oui. Quelles sont vos impressions quand on parle de démocratie et voilà Paul Biya qui boucle sa 40e année et qui visiblement n'est pas prêt à laisser le pouvoir? Vous connaissez un peu ma position par rapport à la notion de la démocratie. La démocratie, c'est pas forcément l'alternance. Donc, si nous considérons la chose sous cet angle, les Camerounais ne se plaignent pas. Hein. Ça c'est sûr. Donc, une fois que les Camerounais ne se plaignent pas, c'est pas à quelqu'un d'autre de se plaindre. Mais ce que je pourrais dire, la survie du système du RDPC, ça c'est quelque chose qui est normal. Le parti reste demeure et vit sur le long terme. S'il s'agit pratiquement d'une continuité, ce sont les personnes qui passent. Mais ce qui intéresse aujourd'hui à l'anniversaire du RDPC, c'est que le leader, la figure emblématique, a réussi à maintenir le parti au pouvoir durant toutes ces années. Et c'est quelque chose de fort louable. C'est l'un des résultats assez étonnant qu'on a en Afrique, qu'un parti puisse, en fait, quand même de nos jours, qu'un parti puisse se consolider de la sorte et pouvoir s'imposer à tous les niveaux, que ce soit au Parlement, au niveau de l'exécutif, au niveau de la justice. C'est un parti qui s'est pleinement impliqué et le parti vit et est soutenu par le peuple compte tenu de la figure emblématique que représente le président Paul Biya, qui n'est pas prêt de partir maintenant, et les Camerounais en vrai ne lui en veulent pas. Donc s'il pense que c'est toujours bien de continuer à servir son pays et qu'il n'y a pas de contestation apparente et que tout ceci peut se faire dans la paix, dans la sécurité, dans la quiétude, pour moi le problème ne se pose pas. Voilà, Régis Arossi, le RDPC est quand même accusé de monopoliser le pouvoir, mais tel que Martial vient de le dire, on constate que, est-ce que les Camerounais s'en plaignent ou pas? Ils s'en plaignent d'une certaine façon, mais finalement, est-ce que c'est pas cette façon de monopoliser le pouvoir qui a permis une certaine stabilité pour le pays jusqu'à l'heure actuelle?
Ce qui est sûr par rapport au Cameroun, c'est que une stabilité politique, il y en a eu parce que quand même rester au pouvoir pendant tout ce temps et ne pas faire objet de beaucoup de plaintes par rapport à ce qu'il faut que ce leader-là soit démis de ses fonctions, c'est quand même quelque part une stabilité politique. Ce qu'il faut notifier par rapport à ce contexte du Cameroun, c'est que on se retrouve aujourd'hui au 40e anniversaire du rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et donc, dans ce contexte-là, on peut se référer à ce qui s'est passé antécédemment, avant même que Paul Biya ne soit président. C'est qu'il y a déjà eu un premier président qui est resté depuis l'indépendance jusqu'à une certaine date, je pense en 82, et c'est à ce moment-là que Paul Biya a pris le pouvoir parce que ce dernier, donc cet ancien président, a démissionné. Et donc, quand celui-ci est arrivé au pouvoir, il a donc dû rester au règne du pouvoir pendant tout ce temps-là, pendant les 40 ans, et cela a été fait au vu, avec plusieurs élections. Il y a eu plus de 4 élections, 5 élections au cours des années. Et il y a eu aussi des réformes constitutionnelles qui ont permis à ce que Paul Biya reste au pouvoir. Il y a eu en 2008, par exemple, une limitation, l'enlèvement de la limitation des mandats. C'est-à-dire qu'avant, on avait un mandat présidentiel de renouvelable une fois ou 2 fois, mais cette fois-ci, c'est de façon illimitée. On peut permettre au président de rester au pouvoir de façon illimitée. Puisque cela est désormais dans la Constitution, si Paul Biya aujourd'hui décide de continuer et de rester au service de son pays, je pense que cela est tout à fait possible et que cela va dépendre du peuple camerounais. Comme Martial a dit, le peuple camerounais qui ne se plaint pas va voter, et c'est ce peuple-là qui va permettre de dire si le leader actuel de ce parti qui est resté au pouvoir pendant 40 ans pourra encore continuer. Ce qui est sûr, c'est qu'au sein du parti, c'est ce même candidat-là qui reviendra pour les élections d'octobre prochain. Voilà. Alors, Martial Akwete, dans un contexte actuel, est-ce qu'une transition est possible? Une transition pacifique surtout. Oui, d'abord la transition, nous n'avons pas des éléments qui nous permettent d'affirmer qu'il y aurait une transition. S'il doit y avoir une transition, il faut que le président Paul Biya, je ne dis pas se retirer, mais ce n'est qu'à sa mort qu'on peut vraiment constater une transition. Et la transition serait pacifique. C'est là même que se pose la véritable question. Parce qu'il faut dire que en Afrique centrale, il y a cette culture de la royauté qui, depuis longtemps, n'a pas pu s'estomper. Malgré le temps passé, vous verrez, pour la plupart des chefs d'État de cette région, sont des chefs d'État qui sont restés, qui restent au pouvoir pendant un bon bout de temps, et les populations ont adopté cette manière de voir la chose, et ils l'ont accepté d'une manière ou d'une autre, ce qui fait que le problème ne se pose pas de remettre vraiment en cause le fait que le président soit toujours là. Si le président est là, et il y a cette culture du respect de l'aîné qui est très présente, très imprégnée dans l'Afrique centrale, ce qui fait que le problème ne se pose pas pour les Camerounais. Maintenant, là où la difficulté va se poser, c'est quand il va partir. Que deviendra vraiment le parti? Parce qu'il est la personnalité, la clé du parti. À quoi vous répondez quoi? Oui, quel avenir pour le RDPC selon vous? Ce serait sombre si le président Paul Biya décédait et n'a pas préparé quelqu'un pour la succession. Et le danger, c'est ce qui se fait très souvent. Il n'y a pas quelqu'un qui est préparé pour la transition. Je pense que c'est toujours Cameroun, le NDP, bien avant le parti, bien avant le parti de Paul Biya,
Le président est resté depuis l'indépendance jusqu'en 82 et quand il est parti, nous avons vu que le parti s'est éclaté. Maurice Kamto et les autres se sont départagés et donc jusqu'à aujourd'hui, il y a du mal à ce que ce parti se reconstitue et il n'y a pas de véritable opposition aujourd'hui. Donc, quand la figure emblématique du parti va tirer sa révérence sans préparer quelqu'un véritablement pour assurer la survie et la continuité du parti, on va assister à un éclatement. Et c'est à partir de ce moment que les gènes des tensions politiques, des rivalités entre les différents membres du parti politique vont se poser. Et malheureusement, c'est ce que nous constatons, puisque Paul Biya, nous voyons déjà son âge et puis les questions de santé et tout cela, c'est quelque chose qu'il faut déjà commencer à prendre en compte. C'est la même situation au niveau du RHDCP, je crois, en Côte d'Ivoire. Ouattara aussi devrait commencer à préparer sa succession, mais ce n'est pas le cas. C'est ce à quoi les chefs d'État sont invités à faire davantage attention pour que après eux, qu'il n'y ait pas le chaos. Cette émission tire déjà à sa fin, mais la question de l'avenir du RDPC, nous y reviendrons plus profondément. Mesdames et messieurs, la reconstruction de la coopération régionale à l'Ouest et l'avenir d'un pouvoir en place depuis 40 ans au Cameroun ont fait le menu de ce débat 26 minutes en Afrique et dans le monde que je vous remercie d'avoir suivi. Nous remercions également nos analystes politiques qui répondent toujours présents. Martial Akwete, merci à vous. Régis Arossi, merci à vous également, en espérant que nous nous retrouverons la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, ici Profin, 26 minutes en Afrique et dans le monde. Nous retournons l'antenne à Angèle Toboula pour le débrief et on se dit à dimanche prochain pour un autre numéro.